Bonjour et bienvenue sur LDV Média. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission de Côté Court avec les élèves de l'Op Ciné. Aujourd'hui, on accueille le réalisateur Simon Panet pour son film L'enfant à la peau blanche. Donc, pour votre court-métrage L'enfant à la peau blanche, on peut y voir la présence d'une inspiration d'un pays, d'une culture africaine. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette culture, quel pays c'est, etc. Alors j'ai fait déjà tous mes films en Afrique de l'Ouest. J'ai commencé quand j'avais 18 ans pour y faire des documentaires, essentiellement au Burkina Faso et au Bénin. Et je m'intéresse au monde des mines d'or artisanales depuis 2015. J'avais fait 2 documentaires sur le sujet avant, dont Si tu es un homme, que j'ai filmé pendant 2 ans dans une mine d'or du Burkina et qui est sorti en salle en 2023. Et j'avais envie de continuer à travailler sur ce sujet des mines d'or artisanales par le biais de la fiction, avec un scénario, des acteurs, pour parler de ce sujet de manière un peu différente qu'on peut le faire en documentaire, et celui-ci on l'a tourné au Sénégal. D'accord, au Sénégal, mais au Sénégal, désormais, tout le monde parle français et vous avez décidé de garder la langue d'origine de ce pays. Est-ce qu'il y avait un choix artistique derrière? C'était volontaire ou... Alors il faut savoir que dans pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest, qui sont des anciennes colonies de France, le français est la langue officielle, c'est-à-dire que souvent c'est la langue des textes, etc. Mais par exemple pour le cas du Sénégal, la langue qui est la plus couramment parlée par la population, c'est le Wolof, qui est la langue qui est la langue dans le film. Et c'est vraiment pour un souci de réalisme. Par exemple, les mines d'or, où on retrouve une population qui n'est pas nécessairement éduquée, qui n'est pas forcément allée à l'école, etc. Entendre parler français dans une mine d'or, c'est assez rare. Et le français, c'est vraiment la langue passerelle pour certaines populations, pour pouvoir discuter entre eux, pour ceux qui vont venir du Mali, du Burkina, etc., qui ils vont pas parler la même langue, et le français est la langue passerelle. D'accord. On voulait savoir, on s'est un petit peu intéressé à vos films que vous avez fait avant, comme vous avez dit, on a vu Citer un homme, et on a vu que ce schéma du travail dans la mine d'or, il revenait, et c'est quelque chose du coup qui vous intéresse beaucoup. Bah, le monde des mines d'or artisanales, c'est mon 3e film sur le sujet. J'y travaille depuis 2015, donc ça fait 10 ans que je consacre tous mes films au monde de l'orpaillage artisanal. C'est un monde qui me passionne, qui me fascine pour plein de raisons. C'est vraiment des lieux de mythologie, des lieux qui ont leur propre code, leur propre mythologie. C'est le réel et la légende vraiment s'entremêlent. L'or est considéré comme un animal, une bête qu'il faut traquer, chasser, et donc les orpailleurs, les mineurs de fond, se considèrent eux-mêmes comme des chasseurs, et il y a vraiment tout un pan mythologique qui m'intéresse énormément, et je trouve que c'est une source inépuisable d'inspiration pour du cinéma. Par rapport à ce que vous avez dit sur l'or, comment il est représenté dans ces pays et le mythe, notre personnage principal, du coup, c'est un enfant albinos. Est-ce que, du coup, c'est aussi un moyen de montrer le mythe à travers les mines d'or et ce sujet? Alors le cas des enfants albinos en Afrique de l'Ouest en particulier, en général, ils sont plutôt source de mauvais présages. C'est-à-dire que quand un enfant albinos naît dans une communauté, il va souvent être écarté, etc. Ou tué à la naissance. Ouais, ils vivent jamais sereinement. C'est-à-dire qu'il y a toujours une menace qui pèse sur eux. Et dans le monde de l'orpaillage artisanal, c'est vraiment un des seuls endroits où c'est totalement l'inverse. C'est un endroit où ils sont vénérés, ils sont considérés comme des demi-dieux, parce qu'il se dit que le chant d'un albinos attire l'or. Donc c'est-à-dire qu'on les fait descendre dans les galeries souterraines pour leur demander de chanter, en espérant que ça attire le filon d'or, etc. Et j'avais envie de parler de ça parce que c'est des rites que j'avais vus en faisant mon documentaire Si tu es un homme, que j'avais pas pu filmer parce que c'est très vraiment au rite magique, et il y a des choses qu'on peut pas filmer parce qu'ils pensent que ça peut avoir un effet néfaste sur le risque, que ça peut ne pas marcher à cause de la présence de la caméra, etc. Mais j'avais envie de raconter ça par le biais de la fiction qui, voilà, c'est faux, avec des acteurs, un scénario, et on peut évidemment montrer ça de manière désacralisée, entre guillemets.
Et cette légende, c'est une légende qui dure encore maintenant, aujourd'hui, en Afrique. Ils ont encore cette croyance que les enfants albinos attirent l'eau dans les mines. Ouais, c'est vraiment des pratiques assez courantes. Je l'ai vu. Alors en général, il y a, enfin c'est un commerce, mais les enfants albinos sont souvent loués pour une descente, pour un certain montant, etc. Et on les déplace de mine en mine pour en faire commerce. Mais il y a toutes sortes de choses en fait dans le monde de l'orpaillage artisanal, vraiment toutes sortes de croyances. Il y a des gens qui vendent des parfums qui attirent l'or à prix d'or. Et les mines d'or, c'est vraiment des lieux de désespoir où les gens ont tout quitté, ils ont tout abandonné, ils ont laissé leur famille pour aller à l'aventure, tenter leur chance avec des espoirs de richesse énormes et souvent ils perdent tout. Ils se retrouvent à s'endetter auprès des patrons pour pouvoir manger, etc. Et ils sont dans un niveau de désespoir total que quand quelqu'un leur dit bah, moi j'ai la solution pour que tu trouves de l'or, bah, ils sont prêts à donner tout ce qu'ils ont parce que c'est souvent leur dernière chance. Donc ceux qui s'enrichissent souvent dans le monde de l'orpaillage artisanal, c'est tous ceux qui gravitent autour et qui sont des marchands de sommeil et des marchands d'illusions. Et donc vous avez dit que les enfants albinos, pour les mines d'or, c'était un peu vu comme des dieux, mais vous dites aussi qu'ils sont loués par des gens. Mais est-ce que du coup ça animalise pas un peu les enfants albinos de ce côté-là, et du coup ça crée un peu une injustice pour eux, parce que tout au long du court-métrage, on voit le personnage principal, donc l'enfant albinos, qui essaye de parler, mais il n'est pas écouté, et pourtant il est considéré quand même comme un demi-dieu. Bah, ils sont objectisés. Et c'est assez tragique parce qu'évidemment c'est des enfants qui sont privés d'enfance, qu'on utilise soit pour se faire de l'argent, soit sur qui on repose tous nos espoirs de richesse, etc. Et donc ils sont privés d'enfance et c'est assez tragique et c'est un vrai sujet pour s'occuper d'eux, quoi. Mais du coup, est-ce que ce film, c'est un moyen pour vous de dénoncer cette activité ? Bah, c'est forcément un moyen de dénoncer parce que ça montre une situation qui est assez méconnue. Et en même temps, je voulais vraiment faire un film qui soit pas un film à sujet pour dénoncer quelque chose. Je dirais que c'était d'abord pour montrer une culture et la culture de l'orpaillage et l'aspect mythologique de la culture de l'orpaillage. Et après, chacun perçoit le film comme il de manière vraiment très personnelle. Certains y verront une dénonciation, d'autres pas du tout. Et après, le film appartient aux gens, mais c'était pas un tract politique, ma démarche de faire ce film. J'aimerais bien revenir sur la fin du court-métrage, parce qu'à la fin, ça se passe plutôt mal. On y retrouve un côté un peu moderne, où quelque part, c'est le reflet de la société, et que du coup, ça nous met la vérité en face. Mais est-ce que ce choix de mettre la fin un peu, de couper la fin en intrigue, c'était un choix très volontaire? Quelle réflexion vous vouliez engendrer chez le spectateur? Bah, la fin est relativement ouverte quant à se demander ce que va devenir cet enfant. Bon, je ne veux pas divulgacher la fin du film pour ceux qui l'ont pas vu, mais l'idée c'était de garder l'incertitude en fait sur quelle va être sa fonction dans la mine. Est-ce qu'il va y rester? Est-ce qu'il va revoir son père? Et ça me semblait pas primordial de devoir répondre à cette question. Et aussi, moi, je me demandais, est-ce que la chanson que vous avez choisie, que l'enfant chante dans la mine, c'est la chanson qu'il chante en général dans les mines, ou vous l'appréciez juste comme ça? Il n'y a pas vraiment de chanson dédiée à ça. Souvent, ils demandent seulement aux enfants albinos de descendre dans la galerie et de chanter proche du mur, mais peu importe quoi, tant que c'est un chant. Voilà. Donc c'est un chant qu'a proposé le petit acteur Sangaré qui joue dans le film. Et le deuxième chant, c'est les acteurs aussi qui l'ont proposé, quand ils ont réussi à trouver l'or, etc. Alors le deuxième chant des Orpailleurs, c'est un chant qui avait été écrit au scénario et pour lequel on a composé un air vraiment pour le film. C'est pas une chanson qui existe, mais c'était important parce que c'est un chant qui apporte des informations.
sur le film et sur le rythme magique. Et voilà, c'était important d'avoir ça. Et pour finir, votre court-métrage, si vous pouviez décider une destination, vous le destinerez à qui? Vous voulez que ce soit quel genre de population qui voit ce court-métrage? Le film est destiné à tout le monde et à personne en particulier. Quand on fait un film, on espère qu'il soit vu par le plus grand nombre, évidemment. Et quand on fait du court-métrage, la visibilité d'un court-métrage est limitée puisqu'il n'y a pas de sortie en salle. Il vit en festival, il vit à la télévision, etc. Je pense que c'est un film qui est assez tout public, qui n'est pas nécessairement un film destiné à la petite enfance, voilà, à partir de 10 ans ou 12 ans, mais on espère avoir un public le plus large possible, en espérant qu'il touche tous les âges. Le chant que du coup vous avez créé pour la scène quand il remonte de la mine, est-ce qu'il a été inspiré de ce que vous avez entendu quand vous étiez en Afrique ou c'est vraiment créé toute pièce? Alors déjà, la part du chant dans la culture, elle est vraiment importante en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit par le chant. Quand vous arrivez dans un village, on va célébrer votre arrivée par un chant, par une danse. Et c'est vraiment des choses assez courantes et on dit les choses par le chant. Par exemple, si vous assistez à un mariage, la tradition des griots qui viennent dans la célébration et qui chantent l'histoire de votre famille. C'est des choses qui sont très courantes et les griots sont réputés pour ça, pour mémoriser l'histoire de chaque famille. Vous savez, en Afrique, il y a des grandes familles avec des noms qui reviennent souvent et dont l'histoire est contée par les griots. Et donc, il y a une tradition du chant, de la mémoire par le chant, qui est vraiment importante. Et voilà, le chant qu'on a créé est évidemment inspiré dans le rythme, dans les sonorités, à des chants qui souvent sont improvisés d'ailleurs, de ce qu'on a pu entendre. Ouais. Et vous comptez refaire des films, des courts-métrages sur ce même sujet des mines d'or? Alors j'en ai déjà fait 3, c'est déjà beaucoup. Alors pour mes prochains projets, c'est des longs-métrages de fiction, un pour le Sénégal et un au Bénin. Celui au Bénin est un peu dans la continuité de L'Enfant à la peau blanche. Il y a des similitudes. Alors c'est pas exactement les mêmes films, pas exactement le même ton, mais il y a une partie du film qui se passe dans une mine d'or. Et je pense que ce sera mon dernier film sur le sujet, même si j'ai l'impression que je pourrais faire 1000 films sur le sujet des mines d'or artisanales. Je suis tellement passionné par ce monde-là que je pourrais faire 1000 films sans avoir l'impression de me répéter, à mon avis. Mais voilà. À un moment donné, il faut parler d'autres choses aussi, mais toujours en Afrique. Merci Simon Panet. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Côté Court.